dans le registre officiel des ventes immobilières françaises, une maison entière est inscrite pour 3 000 €. Pas un garage, pas une parcelle, une maison avec sa rue, son village et les ruines d'un château fort au-dessus. 3 000 € et personne n'en parle. Ça ressemble à une erreur de saisie, sauf que ce registre s'appelle DVF. Il est tenu par l'État et chaque vente y est gravée avec sa date, sa surface et son adresse. Ce ne sont pas des annonces gonflées, ce sont de vrais actes enregistrés. Et cette vente n'est pas un cas isolé, elle est le point le plus bas d'une traînée de transactions minuscules qui traverse la France du nord-est au sud-ouest, la fameuse diagonale du vide. 7 villages, 7 ventes réelles sous 15 000 € racontées du plus doux au plus rude. Le dernier garde le prix qui ne devrait pas exister, celui qui reste dans la tête plusieurs jours. Pourquoi personne ne vous montre ces chiffres? Parce qu'aucune agence ne gagne de commission sur une maison à 5 000 € et que les portails vivent des marchés qui montent. Le registre DVF, lui, n'a rien à vendre. La loi oblige à y inscrire chaque transaction, les belles comme les invendables, avec la date, la surface et la valeur exacte. Il suffit de savoir lire. Et quand on le lit le long de la diagonale du vide, cette bande de France qui court des Ardennes aux Pyrénées, en évitant toutes les grandes villes, la même histoire remonte partout, des communes de moins de 150 habitants où une vente de maison ne dépasse pas le prix d'un vieux scooter. 7 cas vérifiés, 7 actes réels, du Lot à la Haute-Marne. La question qui va nous suivre jusqu'au bout est simple à poser et difficile à refermer. Quand une maison entière part pour le prix d'un meuble, qu'est-ce qui s'est vidé en premier, le marché ou le village? Un château médiéval des 12e au 15e siècle, classé monument historique en 1995, accroché à la falaise au-dessus de la vallée du Lot. En dessous, des toits bruns, des jardins, la rivière. Sur la carte postale, la Roque-Toirac coche toutes les cases du village français dont rêvent les étrangers, sauf que le registre DVF raconte l'autre moitié de l'histoire. Au lieu dit La Roque, une maison de 80 mètres carrés, 2 pièces, s'est vendue 10 000 € au printemps 2025. Vente enregistrée, mutation officielle. Noir sur blanc. 10 000 € sous un château classé. Vous y croyez, vous? La démographie donne la réponse que la carte postale évite. Au pic documenté de 1851, la commune comptait 487 habitants, des familles de vignerons, de paysans, d'artisans qui remplissaient les 2 pièces de chaque maison du bourg. La page communale en cite 126 en 2023. 3 habitants sur 4 du vieux monde ne sont plus là et ceux qui restent vieillissent avec le village. Le bourg ne s'est pas effondré, il s'est égoutté génération après génération pendant que la vallée devenait un décor de vacances plus qu'un lieu de travail. Les touristes photographient le château, presque personne ne demande le prix des maisons d'en dessous. Soyons précis sur ce que prouve cette vente, parce que la nuance est toute la crédibilité de cette liste. DVF prouve le type de bien, la date, la valeur, la surface déclarée et l'adresse cadastrale. Il ne dit rien de l'état intérieur, des travaux à prévoir, ni d'une quelconque disponibilité aujourd'hui. Une maison vendue 10 000 € peut être un taudis, une succession pressée, un arrangement entre voisins. Ce que le registre garantit, c'est qu'à ce prix, quelqu'un a signé. Le problème, c'est que dans un marché vivant, personne ne signe à ce prix. L'inconvénient honnête de la Roque-Toirac tient en une phrase: la vallée du Lot est belle et loin de tout marché urbain. Pour qui vit de son travail, l'emploi est ailleurs, et pour qui vieillit ici, chaque service compte les kilomètres, la boulangerie comme le cardiologue. C'est le paradoxe des vallées touristiques, pleines en nous, désertes en janvier, incapables de retenir les gens entre les deux. Reste l'image du soir, le château classé qui domine la falaise, éclairé par le couchant, et en contrebas, une maison de 2 pièces dont l'acte de vente tient sur une ligne. Le décor vaut des millions, la ligne dit 10 000. En Lozère, le département le moins peuplé de France, la commune de Noailhac garde 94 habitants au compteur. Ici, la densité se compte en vaches par habitant plutôt qu'en habitants par kilomètre carré, et les hameaux
portent des noms que même les GPS hésitent à prononcer. Au lieu-dit Bécus, le registre DVF a enregistré au printemps 2024 la vente d'une maison d'une seule pièce, 30 mètres carrés. 30 mètres carrés, la taille d'un studio d'étudiant, mais posé au milieu de l'Aubrac lozérien, avec le ciel entier pour voisin et le premier commerce à un long trajet de route. Le montant reste sous le seuil de 15 000 euros qui donne son titre à cette liste, et c'est une vente actée, pas une annonce. Résultat, la question se pose, autrement qu'en ville, qu'est-ce qu'on achète vraiment ici? Pas un placement, le marché local est trop mince pour promettre une revente et l'acte suivant peut mettre des années à exister. Pas un pied-à-terre pratique. Les services sont à des kilomètres de route de plateau et l'hiver lozérien ne pardonne pas aux maisons d'une pièce mal chauffée. Le vent de l'Aubrac traverse les murs anciens comme s'ils étaient en toile. On achète un point fixe dans un des paysages les plus vides du pays et il faut être honnête sur ce que ce vide implique. Pour quiconque dépend d'un médecin, d'une école ou d'un employeur, Noalac est une équation difficile de celle qu'on résout avec un 4x4, un congélateur plein et beaucoup de caractère. Et pourtant, 94 personnes la résolvent tous les jours, avec leurs troupeaux, leurs congélateurs pleins et leurs habitudes réglées sur la météo. Elles vivent là où le silence est si complet qu'un moteur s'entend à des minutes de distance, où la nuit reste vraiment noire, une rareté que les citadins perchèrent ailleurs et qui ici est gratuite. Quand la brume se lève sur le plateau, les maisons de Bécus flottent dessus comme des pierres posées sur du lait. Une de ces pierres a changé de main pour moins que le prix d'une vieille citadine. L'acte est au registre. Le silence, lui, n'y figure pas. Jusqu'ici, des ventes basses dans des endroits doux, presque aimables, mais le prochain nom de la liste vit à près de 900 mètres d'altitude, sur un plateau qui donne son nom à tout un massif de solitude. Là-haut, l'hiver ne visite pas, il habite, il s'installe, il décide. Qu'est-ce que ça fait à une maison et à son prix? Le bourg de Millevaches est présenté comme le chef-lieu le plus élevé du Limousin, perché entre 890 et 920 mètres, traversé par une ligne de partage des eaux. D'un côté, les gouttes filent vers la Loire, de l'autre, vers la Dordogne. Une goutte de pluie qui tombe sur un toit du bourg peut finir dans deux océans différents, selon la pente qu'elle choisit. 75 habitants tiennent ce sommet administratif, un chiffre qui ferait une classe d'école dans une ville moyenne. Et au cœur du bourg, le registre DVF a inscrit en 2025 une vente qui résume toute la diagonale, une maison de 108 mètres carrés, 5 pièces, partie pour 5 034 euros. Relisez ce chiffre parce qu'il est exact, au euro près, 5 034 euros pour 108 mètres carrés, le prix au mètre carré d'un parking parisien appliqué à une maison familiale entière, avec ses 5 pièces, sa charpente, ses murs de granit. Ce n'est pas une erreur, c'est 1000 vaches en 2025, la précision même du montant avec ses 34 euros du bout dit quelque chose. Ce n'est pas un prix rond de convenance, c'est une transaction réelle, sortie d'un vrai dossier notarial, avec ses raisons que le registre ne raconte pas. État du bâtiment, succession, urgence familiale. DVF n'en dit rien et nous non plus. On constate le niveau, on ne fabrique pas l'explication. Ce que les sources disent, en revanche, c'est la rudesse du contexte. Le plateau de Millevaches est un des espaces les plus isolés de France. Des tourbières, des forêts de résineux, des routes qui gèlent tôt et dégèlent tard, et des bourgs séparés par des kilomètres de rien. La commune étant plus classée depuis 2018 en zone de potentiel radon significatif, ce gaz naturel des sous-sols granitiques qu'il faut mesurer et évacuer dans les maisons anciennes. Voilà l'inconvénient honnête, sans détour. Ici, même l'air du sous-sol demande une vérification avant d'emménager. Pour qui rêve du plateau, ça ne l'interdit pas. Ça oblige juste à acheter
avec les yeux ouverts, un dosimètre à la main et un budget de ventilation en tête. L'hiver, la neige tient sur les toits du bourg pendant que les deux bassins versants s'ignorent de chaque côté de la ligne de partage. Une maison de 5 pièces attend son prochain chapitre, quelque part entre la Loire et la Dordogne, à un prix qui ne couvre pas une cuisine neuve. Chambonchard, dans la Creuse, aurait dû disparaître sous l'eau. En 1986, l'État décide d'y construire un barrage, destiné notamment à réguler la Loire et à sécuriser l'eau de Montluçon. Les expropriations commencent, les familles partent, le hameau du TX devient le centre de la commune pendant que le vieux cœur attend la montée des eaux. Puis, en 1999, le projet est officiellement abandonné. Le barrage ne viendra jamais. Sauf que les habitants, eux, étaient déjà partis. C'est peut-être l'histoire la plus cruelle de cette liste. Un village vidé pour rien, exproprié pour un lac qui n'existera pas. Pendant 13 ans, personne n'a rénové une toiture, ouvert un commerce, ni construit une grange, puisque tout devait finir sous l'eau. 13 ans d'attente, puis l'annulation et le vide administratif est devenu un vide tout court. Aujourd'hui, 80 qu'une personne vive sur la commune et le registre DVF y a enregistré à l'automne 2025 la vente d'une maison de 66 mètres carrés, 3 pièces, au lieu dit Cévennes, pour 6 000 euros. 6 000 euros dans un village que l'État lui-même avait rayé de la carte avant de changer d'avis. Le marché a simplement pris l'État au mot. Qu'est-ce que vous faites d'un endroit pareil? La question n'est pas rhétorique, c'est celle que pose chaque acheteur potentiel devant ce genre d'acte. Une maison à ce prix, dans une commune à l'histoire brisée, n'est pas un investissement, c'est un choix de vie assumé, avec des services réduits au minimum, une population dispersée et la mémoire d'un traumatisme administratif encore vivant chez ceux qui ont vu partir leurs voisins expropriés. L'inconvénient honnête de Chambonchard n'est pas seulement géographique. Il est dans les murs, l'incertitude a habité ici plus longtemps que bien des familles, et un village qui a appris à ne pas faire de projet mais du temps à réapprendre le contraire. Au bord du Cher, les prairies que le lac devait recouvrir sont toujours des prairies, et les repères de niveau que les ingénieurs avaient imaginés n'existent que dans de vieux dossiers. L'eau coule à sa place d'avant, indifférente au décret. Quelque part au Teix, une maison de 3 pièces vient de changer de propriétaire pour le prix d'une mobilette de collection, et la rivière, elle, continue comme si de rien n'était. 2 villages restent, et ce sont les plus lourds de toute la liste. Le prochain a fondu des cloches pendant 8 décennies, des cloches qui sonnent encore aujourd'hui dans des clochers un peu partout en France, pendant que le village qui les a faites s'éteint doucement dans la Meuse. Comment un endroit peut-il être partout à la fois et disparaître chez lui? Dans la Meuse, à Mont-devant-Sacé, une église romane Notre-Dame veille sur le village depuis le haut de son coteau, classé monument historique depuis 1875. En dessous, 100 habitants. Entre les deux, une mémoire industrielle que presque personne ne connaît. De 1826 à 1908, le village a abrité la fonderie de cloches de la famille Farnier, la fonderie Jeanne d'Arc. Pendant 8 décennies, des cloches sont nées ici, ont pris la route et se sont installées dans des clochers à travers le pays. Le village exportait du son. Nalfonderie s'est tue avant la Première Guerre. La guerre, elle, est venue quand même. En novembre 1920, la commune reçoit la Croix de guerre avec palme, la reconnaissance officielle des villages qui ont payé le front de la Meuse. Imaginez la séquence du point de vue du village. D'abord, on perd l'atelier qui vous rendait unique. Ensuite, on se retrouve à quelques kilomètres d'un des fronts les plus meurtriers du siècle. 2 coups en une génération et la Meuse rurale n'a jamais vraiment repris son souffle. Un siècle plus tard, le registre DVF y note en 2024 la vente d'une maison de 54 mètres carrés, 3 pièces seco et 6 salles, rue de La Rochelle, pour un montant à 4 chiffres. Sous le seuil des 15 000 euros de cette liste, l'église classée, la mémoire des cloches et des ventes au prix d'une voiture fatiguée. L'inconvénient honnête est celui de toute la Meuse rurale. La région se vide lentement depuis des générations. Les services suivent le même chemin. Et l'hiver du Grand Est teste chaque toiture, chaque gouttière, chaque budget de chauffage.
Pour quiconque achète ici, la beauté romane du coteau ne remplace ni un emploi ni un centre médical et il faut aimer les routes départementales vides pour en faire son quotidien. Et pourtant, il y a quelque chose que les chiffres ne captent pas. Quand la cloche de Notre-Dame sonne au-dessus des toits, elle sonne peut-être avec le savoir-faire né dans la rue d'en dessous. Le village s'éteint doucement, mais il s'entend encore. Il y a des villages qui portent l'histoire une fois. Montfaucon d'Argonne l'a porté deux fois, à 1000 ans d'écart. En 888, Eudes y bat les Normands à la bataille de Montfaucon et en 1918, la butte devient un des pivots de l'offensive Meuse-Argonne, l'une des batailles les plus lourdes jamais livrées par l'armée américaine. Le vieux village, lui, ne s'en est jamais relevé. Les ruines de la collégiale Saint-Germain, détruites pendant la Grande Guerre, dominent encore la butte, à côté du gigantesque monument américain qui écrase le paysage de sa colonne. Aujourd'hui, 57 habitants vivent au pied de tout ça. 57. Là où l'histoire mondiale est passée deux fois, le village d'après-guerre a été rebâti un peu plus bas en laissant les ruines sur la butte, comme on laisse une cicatrice visible pour ne pas raconter l'accident à chaque fois. Et le registre DVF imperturbable y a enregistré en juin 2025 la vente d'une maison de 76 mètres carrés, 3 pièces, Grand Rue, pour 10 000 euros. Des visiteurs américains font des milliers de kilomètres pour monter sur cette butte et lire les noms gravés. Une maison dans la rue principale, à quelques pas du parcours des quarts de mémoire, s'est vendue pour le prix de leur billet d'avion en famille. Le contraste est si violent qu'il faut le manier avec précaution. Cette vente est un acte passé, pas une offre. Rien ne dit l'état de la maison, rien ne garantit qu'une autre suivra au même niveau. Et vivre ici a un coût que le silence du mémorial rend visible. L'Argonne est un des angles les plus dépeuplés du Grand Est, où chaque course, chaque rendez-vous, chaque urgence se compte en trajet. Non, pour ce qui reste, c'est le prix de la paix. Au sens propre, désormais, on le connaît. Du haut du monument, la vue porte sur des kilomètres de forêts et de champs qui furent un champ de bataille, aujourd'hui verts et muets, labourés chaque année par des tracteurs qui remontaient encore parfois du métal. En bas, dans la grande rue, une façade de plus attend ses volets ouverts. Entre les deux, la collégiale en ruine n'a plus de toit depuis plus d'un siècle et le ciel de la Meuse passe à travers ses fenêtres vides. Personne n'a jamais trouvé de raison suffisante pour le reconstruire. Et puis il y a La Fauche, Haute-Marne, 74 habitants. Avant la Révolution, ce village était le chef-lieu d'une baronnie importante avec un château fort dont les ruines, inscrites aux monuments historiques, tiennent encore la colline. Un lieu de pouvoir, autrefois. Aujourd'hui, le point final de cette liste est le plus bas. En décembre 2025, le registre DVF y a inscrit la vente d'une maison d'une pièce, 32 mètres carrés rue du Château, pour 3 000 euros. 3 000 euros. On pourrait croire à une coquille, un zéro tombé de l'acte, mais le registre est formel. Mutation enregistrée en décembre, adresse au pied du château, valeur foncière de 3 000 euros. Voilà le chiffre qu'il faut encadrer honnêtement parce qu'un prix pareil crise que DVF ne détaille pas. Un état probablement très dégradé, une vente atypique, une indivision pressée, une situation invisible dans les colonnes du registre. Personne ne vend une maison saine à ce prix dans aucun village de France. Quiconque regarde ce genre d'acte doit se poser la question dans cet ordre. D'abord, pourquoi si bas ? Ensuite seulement, combien de travaux? Ce que ce montant documente, c'est maman, ce n'est pas une bonne affaire. C'est le niveau exact où un marché cesse d'exister, l'endroit où l'offre rencontre une demande qui n'est plus là. Et c'est pour ça que La Fauche ferme cette liste. Pas parce que c'est le pire village, il ne l'est pas. La Haute-Marne est paisible, verte, honnête avec qui accepte ses distances, mais parce que cette rue du Château résume la question du début mieux qu'aucun autre acte du registre. Avant 1789, on venait ici rendre des comptes au baron. La Fauche était un chef-lieu, un centre, un endroit qui comptait. Le baron est parti il y a plus de 2 siècles.
Les habitants partent depuis 100 ans vers les villes, vers l'ouest, vers n'importe où avec un emploi. Le prix, lui, est arrivé au bout du chemin. 3 000 € le montant d'un canapé haut de gamme pour des murs entiers sous un monument historique. Pour qui cherche un toit à tout prix, c'est presque une provocation. Pour le village, c'est un diagnostic écrit par le seul greffier qui ne ment jamais, l'acte de vente. Au coucher du soleil, les ruines du château de La Fauche découpent Krabalacrête comme une mâchoire ébréchée et les derniers rayons passent par des meurtrières qui n'ont plus rien à surveiller. La rue en dessous porte encore son nom comme si le château pouvait redescendre un jour, reprendre ses affaires. Dans cette rue, une porte a changé de propriétaire pour 3 000 € et la colline entière n'a rien remarqué. Les pierres du château, elles, en ont vu d'autres. Elles restent. Une maison de 80 mètres carrés sous un château médiéval du Lot, vendue 10 000 € et une maison d'une pièce sous un château en ruine de Haute-Marne, vendue 3 000. Même pays, même registre officiel, même diagonale. La question n'est plus de savoir si ces ventes sont réelles. Elles sont gravées dans DVF avec leurs dates et leurs adresses. La question est de savoir combien de temps un village peut rester un village quand ses murs valent moins que ce qu'ils contiennent. Alors, dites-le en commentaire, dans lequel de ces 7 villages tiendriez-vous un hiver entier, pas un week-end d'été, un vrai hiver de la diagonale? Et si ce format, des ventes réelles tirées du registre officiel, avec les défauts assumés et sans annonce gonflée, vous aide à voir la France que les portails ignorent, abonnez-vous. La diagonale du vide est longue et le registre est loin d'avoir